Juste avant de démarrer les amis, je vous rappelle que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast depuis quelques jours et ce sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc. Je vous mettrai un lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle un petit peu histoire du foot, on va revenir sur un de nos sujets favoris et pour essayer de démêler les 5 plus grands matchs du 21e siècle, je suis en présence, en compagnie de mon outsider préféré, Stan, tu vas bien ? Ça va très bien et toi? J'espère que tout va bien, que tout le monde est en paix et en santé. Et oui, j'ai hâte de débattre. Tu sais, toi, tu viens toujours avec des sujets compliqués. La dernière fois, j'ai dit sur Twitter, à chaque fois que Bilou il lance des sondages, immédiatement, moi, je vais sortir les encyclopédies, les trucs, je sais que je suis mort. C'est les sondages de la peur. Ouais, parce que là, on s'est dit, 21e siècle, choisir 5 matchs. Bon, il n'y a que 22 saisons, 21 saisons. Donc, ça réduit un petit peu l'échantillon. Mais la vérité, c'est que j'en ai 25 là. Donc, on mentionnera ce qu'on a mis dans notre liste complémentaire à la fin. Si vous pensez, vous dans l'audience, là, qu'il manque un match dans nos 5 ou dans nos 10, peut-être restez jusqu'à la fin, vous verrez. Mais je te propose de commencer par le match que j'ai mis à la 5e position. Et pour moi, c'est Liverpool-Barcelone 2019. Le 4-0 à Anfield, en demi-finale de Ligue des Champions, pour aller accrocher la finale qu'en plus Liverpool remporte. Pour moi, ça c'est assez important quand je considère les grands matchs. C'est qu'il y a quelque chose que tu es allé gagner au bout. Sur les 5 matchs que j'ai choisis, il y en a 4 où l'équipe elle remporte un grand trophée. Soit parce que c'est la finale, soit parce que c'est dans le cadre d'une campagne où l'équipe va au bout. Pour moi, ça c'est assez important. Et ce Liverpool-Barça 4-0... à Anfield, c'est une soirée magique. Les chants, les grandes soirées européennes à Anfield, c'est toujours quelque chose. Il faut aussi se rappeler que si Liverpool doit faire cet exploit 4-0 pour aller se qualifier en finale contre ce Barça-là, c'est parce que Liverpool doit renverser la vapeur. Après 3-0 au Camp Nou, ça aurait pu être 4 si Dembélé avait mieux fini dans le temps additionnel. Ouais. Moi, ces matchs-là de Ligue des Champions, ces renversements de situation, ils me fascinent non seulement parce que les 90 minutes sont folles, mais aussi parce que ça veut dire qu'à l'aller, l'équipe a pris une vraie raclée et du coup rebondir mentalement et a priori face à une équipe qui est très forte, si elle t'a giflé de la sorte à l'aller, c'est que c'est costaud en face. Ouais, moi ça me fascine particulièrement. En plus, je crois que c'est le dernier truc que je me suis noté là-dessus, en plus, il faut rappeler que Liverpool commence ce match sans Salah et sans Firmino, ce qui rend l'exploit encore plus dingue. Au début, on se dit mais comment est-ce que c'est possible ? Et comme souvent, ces soirées magiques, elles commencent avec un but très rapide qui nous met en plus tout de suite dans l'ambiance, en sachant qu'en plus, la délivrance ou le moment de qualification, il n'intervient pas rapidement. Le dernier but, le but du 4-0 sur le corner vite joué d'Alexander-Arnold, qui est un moment un peu iconique du foot, c'est 79e minute. Avant ça, Liverpool n'est pas qualifié. Et même jusqu'à la dernière seconde, si Liverpool encaisse un but, ils sont éliminés avec la règle des buts à l'extérieur. Donc ça a vraiment mis une tension totale sur ce match de la première à la 90e minute. Anfield, c'est toujours magique. Et en plus, au bout, Liverpool va chercher la Ligue des Champions, le premier trophée majeur de l'ère Klopp en plus. Donc c'est monstre de mentalité. Ce soir-là, ils ont vraiment créé quelque chose de spécial et ça a continué de les porter sur la suite. Yo, c'est un gros match. Franchement, bon, moi, je l'avais même pas dans ma liste, hein, mais c'est vrai. Non, mais c'est que c'est un gros match. En fait, la vérité, elle est là. C'est vrai que c'était un gros match. Franchement, c'était un gros match. C'était très, j'ai envie de dire, inattendu. Hein, parce qu'effectivement, avec les blessés, tu te disais, c'était cramé, c'était mort et tout. Après, tu as les 2 buts de Origi, Wijnaldum, tout ça. Gros match, franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. D'accord, dans ton top 5, respect, ouais. En plus, c'est un match mythique dans un stade mythique aussi. Anfield, c'est un des plus grands stades quand même européens en termes d'ambiance, de ce qui peut se passer de temps en temps dans des choses, dans des soirées extraordinaires. Donc ouais, non, tout à fait d'accord. Alors moi, comme 5e, c'est assez compliqué parce que tu vois, moi, je n'étais pas allé dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5. J'étais allé juste dans le feeling de me dire c'est quoi les 5, tu vois. Et donc là, j'étais en train de réfléchir en me disant, mais attends, comme 5e, tu mets qui? Parce que ça, après, ça devient important. Ouais. Mais j'ai envie de dire, moi, pour moi, un match, d'abord,
avant de commencer à donner mes équipes, j'ai envie juste de dire qu'il y a plusieurs facteurs que j'ai pris en considération. Ouais, c'est bien, tes méthodologies. Non, c'est ça, tu vois, Willou, c'est à cause de toi, je te dis, tu m'as changé, Willou, tu me fatigues. Donc du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'un match, il devient mythique en fait, franchement, tu vois. Moi, je pense qu'il y a ce qui nous amène vers le match, il y a les joueurs qui participent au match, tu as le outcome du match, donc le résultat final, et tu as la manière à laquelle le match s'est déroulé en tant que tel. Et c'est pour cela que moi, dans ma tête, je pense qu'il y a un match qui m'a marqué dans ma vie, et jusqu'à présent, il m'a marqué, jusqu'à la fin de ma vie, il me marquera, 31 mai 2002, c'est France-Sénégal. Ça, pour moi, c'est le match en fait mythique. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, là encore, chacun avec ses feelings. Il y en a, c'est un match du Milan. Il y en a, c'est un match du Real. Il y en a, c'est un match du truc. Mais moi, en tant que jeune Sénégalais qui, en 2002, j'avais quoi? J'avais 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et je suis devant la télé et je vois cette équipe-là, en fait, en phase finale de Coupe du Monde qui joue les champions du monde. Les gars viennent de gagner la Coupe du Monde et l'Euro. Ils ont Thierry Henry qui est un des meilleurs joueurs, meilleurs buteurs en Angleterre. Ils ont Trezeguet, c'est un des meilleurs joueurs, meilleurs buteurs en Italie. Ils ont la Dream Team en fait. Toi, tu arrives avec tes joueurs, mais tu y crois. Et tu as tout un peuple qui y croit. Et je me rappelle, moi, dans ce qui fait un match mythique, la réaction des gens. Je me rappelle mon père, je l'ai vu pour la première fois sur un fauteuil. Mais de où est-ce que le daron, il va sur des fauteuils? Il était en extase. Le but à la 30e minute de Pape Bouba Diop, c'était un but qui a mis en extase tout un peuple en fait. Et pour moi, ce match-là, il est mythique parce que c'est un match qui relance un tout petit peu, j'ai envie de dire, le football sénégalais. Et 20 ans plus tard, on est champion d'Afrique. Donc pour moi, ce match-là m'a touché. Le poteau de Trezeguet, le poteau de Thierry Henry. Je ne sais pas c'est lequel des deux qui fait un poteau en premier et qui rigole au début du match. À la fin, quand ils ont fait poteau à la 85e, là, ça rigolait plus du côté français, tu vois. Il y avait tellement d'arrogance aussi au niveau de cette équipe de France-là, dans les déclarations d'avant-match par rapport au Sénégal. Une certaine condescendance que, voilà, j'ai envie de dire que dans la beauté du football, voilà, pour moi, ce match-là, il m'a tellement touché. Jusqu'à présent, j'en parle, j'ai des frissons. Voilà, j'ai des frissons. Moi, cette Coupe du Monde 2002, là, ça est là, c'est dans le sang, c'est extraordinaire. Et encore une fois, bravo à ce groupe-là, parce que pour moi, dans les matchs mythiques du football, même dans la Coupe du Monde, même, une équipe qui se qualifie pour la première fois, qui joue le match d'ouverture face aux champions du monde, une équipe, une Dream Team, tu les tapes 1-0, clairement, respect. Voilà. Et en plus, c'est pas un fait d'armes isolé parce que derrière, le Sénégal va en quart de finale de Coupe du Monde, une des 3 seules fois qu'un pays africain va en quart de finale. Donc ça lançait en plus une des meilleures Coupes du Monde pour un pays africain. Je me demandais si tu allais le mettre celui-là dans ton top 5. Donc la question a été vite soulevée. Ouais, grave, super intéressant. Moi, c'est mon tout premier souvenir de foot, le tout premier de ma vie. Et c'est même pas un match que j'ai vu parce qu'on était à la piscine municipale avec l'école. Et c'est juste ça annoncé dans les haut-parleurs de la piscine que le Sénégal avait battu la France pour le match d'ouverture. C'est la toute première chose de foot que j'ai eue dans ma vie. Et après, le premier match que j'ai vu de ma vie, du coup, c'était dans la cour de récréation. Ils avaient sorti les télés pour le deuxième match de phase de groupe contre l'Uruguay, 0-0, barre transversale de Trezeguet, etc. Mais ok, cool, tu lances bien ce top 5. Alors, quatrième place, qu'est-ce que j'ai? Ouais, quatrième place, c'est mon seul match de championnat du top 5. Ok. Et alors, ça c'est... Voilà, tu vois, tu as lancé ce top 5 de manière assez subjective aussi, les matchs qui t'ont personnellement marqué, peut-être même au-delà de leur grandeur objective. Celui-là, je pense que c'est un peu entre les deux. J'ai fait comme tu as dit, j'ai fait le tweet en demandant aux gens c'est quoi le plus grand match du 21e siècle pour eux. J'ai lu quasiment toutes les réponses. Je crois que je ne l'ai pas vu une seule fois cité. Et pourtant, moi, c'est un des matchs qui m'a rendu le plus dingue devant mon petit écran. J'avais lancé un stream. C'était les derniers jours de mon année de terminale. Et je passais aussi les concours de Sciences Po, donc il fallait que je révise. Mais il y avait ce match-là en 2012. Du coup, j'ai mis le stream et j'ai tellement 2012. Pas regretté de l'avoir mis. C'est Manchester City contre QPR. 3-2. Ouais, incroyable. Incroyable. Avec, bien sûr, le match du titre pour Manchester City, les 2 buts dans le temps additionnel, Dzeko plus Agüero. Pour moi, j'ai ressenti des émotions et des sensations tellement fortes sur ce temps additionnel, alors que j'ai rien pour Manchester City. Je ne suis pas supporter de Manchester City. Je pense qu'avant ce match, à la rigueur, j'étais plus contre Manchester City parce que ce que ça incarnait, bien sûr, l'arrivée des pétrodollars à fond dans le monde du foot, etc. Mais ce match-là, c'était juste un scénario de malade mental, quoi. C'est ce temps additionnel de folie. Tout ça pour
au final, sur la grandeur aussi, donner le premier titre que Manchester City remporte depuis 1968, le premier Air Premier League moderne et le premier d'une longue série qui a suivi sur la décennie. Là, on a fêté fin de saison dernière la décennie de ce sacre-là. Je pense que dans ce match et dans ce but d'Aguero, la réaction, etc., moi, un truc qui m'a marqué, c'est les stades anglais qui sont très réactifs. Ils sont moins chantants sur 90 minutes que par exemple en France ou peut-être en Italie, etc. Ça réagit beaucoup. Mais là, je trouve que ça a payé. Le fait que ça réagisse énormément, le délire absolu que c'est sur le but d'Aguero, t'entends la balle frapper le fond des filets avec ce petit bruit un peu métallique là, et la réaction du stade, c'est une folie. Quelques minutes avant, tu voyais un des supporters de Manchester City en train de défoncer un siège devant lui tellement il est énervé parce que le scénario est dingue. Manchester City avance ce match et à égalité de points avec Manchester United et est champion si City l'emporte. Donc c'est là se retrouver à 2-1 contre QPR, mené 2-1 par QPR alors que QPR joue le maintien, on aurait dit un classique City qui s'écroule sur la fin. Et non, ils reviennent. La réaction du public, la réaction du commentateur aussi, Martin Tyler qui nous sort un des moments de commentaires sportifs légendaire, absolument légendaire. Le Aguero avec la voix qui brise sur la fin du Aguero. Le You'll never see anything like this ever again. Genre, juste totalement fou. Et le match il finit. Ouais, c'était dingue. Quoi. Non, tout à fait. Ouais. En fait, j'avais même pas pensé en fait, mais tu vois, c'est ça la beauté de la chose, c'est tu vois parce qu'on donne notre avis et c'est là où j'ai envie de dire aux gens dans les commentaires, à tous ceux qui vont nous regarder, que c'est vraiment, tu vois, c'est très subjectif, c'est ton feeling en fait, c'est vraiment, il y a des trucs qui t'ont marqué et c'est vrai que quand j'y repense, en fait, moi, je repense à ce but-là et je me dis effectivement, ce match-là, je l'ai regardé, le but, les commentaires et tu as tellement raison, franchement, c'est Martin Tyler ou Peter Drury, c'est des gars quand ils parlent. En fait, tous les moments historiques en première ligue, ils sont venus mettre leur voix dedans, tu les écoutes, tu as des frissons, tu vois. Le ballon de Balotelli, c'est Balotelli, non, je pense. La passe D, c'est assez anodin que ça. Je pense qu'il fait une genre de flic, talonnade, un truc comme ça, tu vois, dans le feeling et tout. Alors que c'était un grand tocard, Balotelli, franchement, il n'était pas sérieux. Donc c'est bon. Non, franchement, c'était. Ouais. Et en plus, il y a United qui voilà, en même temps, je me rappelle les scènes, les Ferguson, les gars, ils attendent. Je pense qu'ils ont fini avant. Je pense qu'ils avaient fini avant. Ils attendaient. Quelques secondes avant. C'est ça, ils étaient champions pendant quelques secondes. Non, c'est non, t'as parfaitement raison. Tu le vois sur le double écran qui mettent en gros l'action de Manchester City et l'action de Balotelli là, qui donne le ballon à Aguero. Cette action, elle commence en double écran parce que le Sky Sports est en train de montrer en double écran que le match vient de se finir à United. Incroyable. Et tu vois Rooney, effectivement Ferdinand qui sont en train de se dire, en train de regarder l'écran ou quelque chose comme ça. Et j'ai relu en re-regardant ce match pour préparer la vidéo, la fin de match et lisant une analyse. Apparemment, le mec qui était au marquage sur Balotelli au moment où Aguero marque le but du 3-2, c'était Anton Ferdinand, le frère de Rio Ferdinand. Donc en plus, il y a une histoire de famille là. Bref, juste un match de foot. Non, et puis, tu sais, dans ce qui ramène aussi un match mythique, on peut rajouter aussi, tout à l'heure quand je disais la finalité, le outcome, c'est que ce match-là fait de telle sorte que Fergie ne prend pas sa retraite. Fergie avait écrit son discours, il était prêt à dire au revoir les gars, je m'en vais. Mais quand Fergie est resté l'année d'après, il gagne le titre. Et après, il prend sa retraite. Donc, tu vois, non, t'as raison, franchement, je suis d'accord. Hein. Les gars l'ont pas mis. Les gars, gérez-vous, vous voyez voilà. Non, Willou, tu as parfaitement raison. Très beau match, le City truc. Bon, ça c'était quatrième. Bon, là, tu me poses problème. Là, ça moi, dans ma longue liste, là, moi, j'ai pas mis d'ordre, quoi. Donc là, je vais en freestyle. Et j'ai envie de dire que quand même, Décima. Voilà. Ouais. Real Madrid Atlético 4-1 Décima. Pour deux raisons, dans les deux sens. La première, c'est que la réalité, c'est que le Real, moi, c'est ce jour-là que j'ai compris que, en fait, eux, c'est un autre breed, c'est un autre level en fait. C'est un autre level même de croyance personnelle en fait. Parce que ce match-là, normalement, je pense que l'Atlético, il méritait peut-être de gagner. Pas forcément à cause du football ou quoi que ce soit, c'est un football défensif, on est d'accord. Mais c'est parce que l'Atlético sort d'une saison extraordinaire. Je pense que l'Atlético est champion en Liga. L'Atlético est au top de sa forme. Diego Simeone est au top de sa forme. Les gars arrivent en finale, ils perdent Diego Costa. Et moi, dans ce qui rend le match mythique en tant que tel, c'est toute la storyline derrière le match. Moi, je me rappelle très bien
souviens, j'étais à l'université de... C'est ça, non, non. Ou bien je venais... Ouais, c'était ma dernière année d'université. Je me rappelle très bien. On est venu nous fatiguer, on nous a dit, ouais, Diego Costa, il est blessé, tout ça. Les gars l'ont envoyé, je sais pas où, au Kazakhstan pour qu'il fasse du placenta de jument dans ses jambes. Je me rappelle. C'est vrai. Tu te rappelles de ces bêtises? On nous a dit n'importe quoi. On nous a dit, Costa doit être prêt pour la finale. Faut que Costa joue la finale. Il a joué. Il a fait 20 minutes. Il est sorti sur blessure. Le placenta. Donc du coup, tu te dis, c'est un Atlético qui est vraiment fort en fait. Franchement, ils sont bons quoi, ils sont dangereux. Ils arrivent face au Real, ils marquent un but. Je me rappelle encore le but de Godin, c'est cafouillage, corner, machin, truc. Horrible. Ils tiennent le match. Et là arrive Sergio Ramos. Et là arrive après les prolongations. Et là arrive, je dis bien, le 4-1. Franchement, pour moi, ce match-là, c'est un match qui, je ne vais jamais oublier. J'étais là, j'étais assis, j'étais dans un bar en plus avec plein d'amis et tout. Et on était là, on était assis. Et dans ma tête, je me disais, non, c'est fini. L'Atlético va gagner sa Ligue des Champions. C'est mort, oubliez ça. Et tout, c'était clair jusqu'à ce moment-là, ce corner, cette tête. Donc voilà, pour moi, ça fait partie de ces matchs-là qui, dans l'approche, avec un Atlético qui aurait pu faire une saison pleine. Tu vois, Cholo Simeone, à ce moment-là, imagine ce moment-là, il fait doubler, mais peut-être que... Aujourd'hui, il a 20 millions de salaire, il ne fout rien, il aurait 40. Franchement, tu dis que Cholo aurait peut-être... Il y aurait eu un autre truc sur Cholo, après il a raté une autre finale plus tard face au même Real, mais la première, là, franchement, c'était la bonne année. C'était la bonne année, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés face à un Real qui nous a montré des années plus tard qu'il ne faut jamais, je dis bien, les enterrer. On l'a vu cette année encore une fois. Donc voilà, pour moi, ce match-là, cette finale de Ligue des Champions-là, parmi tant d'autres, elle est très très mythique. Et c'est la 10e du Real après une dizaine de... C'est vrai, totalement. Clairement, Ancelotti le dit dans son livre, il a un chapitre entier qui est consacré à cette décima. Elle est tellement importante pour l'histoire du Real. Sergio Ramos à la dernière seconde. Moi, j'étais dans un bar à Lyon, un bar espagnol où latin s'appelait le Casa Latina, c'était sur la place des Terreaux. Et c'était la folie aussi dans le bar. Il y avait juste un gars qui était supporter de l'Atlético, qui était au bout, totalement au bout. Et moi, en tant que neutre, le scénario, il est absolument dingue. Je me souviens plus qui est-ce qu'on voit, c'est Cebolla Rodriguez là sur le banc qui est la tête entre les mains là sur le but de l'égalisation qui est juste en maxi déprime. Et ouais, c'est aussi un moment assez important de l'histoire de l'Atlético évidemment, mais quelque part ça confirme leur statut. Et ça, avec 2 ans plus tard, la finale perdue au tir au but à nouveau contre ton ennemi juré. C'est ça. C'est terrible quoi. Enfin, en fait, supporter de l'Atlético, j'ai l'impression c'est la malédiction la plus pure qui puisse exister contre ton ennemi juré. C'est ça. Tu perds 2 finales de Ligue des Champions, un à la dernière minute alors que tu tiens la victoire à quelques secondes près, l'autre séance de tir au but, et sauf erreur, l'Atlético, je crois que c'est dans leur histoire 3 finales de Ligue des Champions, 3 défaites. Donc tu as encore ce truc. Ok, donc ça c'était ton 4e. Yeah. Mon 3e, du coup, là on rentre sur le top 3. Et alors, je serais surpris qu'on n'ait pas le même top 3, mais en même temps, à chaque fois que j'ai dit ça sur des vidéos, c'était totalement l'inverse. Donc on verra. Mais moi, le match que j'ai mis 3e, c'est le match, je pense, le plus extraordinaire et le plus hors norme que j'ai vu de ma vie. La seule raison pour laquelle je ne le mets pas plus haut, c'est que derrière, il n'y a pas de titre. Et derrière, il y a même un écroulement. Et du coup, il n'y a pas de suite vraiment à cette histoire. Sauf à considérer qu'il y a une suite un peu magique qui a affecté toutes les équipes sur 5 ans après. C'est la première remontada. La remontada, le 6-1 au Camp Nou. C'est juste, là, cette fin de match, c'est un délire qui a absolument aucun sens. 3 buts en 7 minutes avec du coup franc de Neymar. Au penalty provoqué par Suarez, la fin Sergi Roberto, où t'as Ter Stegen qui est devant sur 2 actions, c'est repoussé, c'est le cafouillage. Encore une fois, on parlait de la remontada de Liverpool à Anfield. Là, au Camp Nou, c'était aussi un moment incroyable, la réaction du public au Camp Nou, même après les hymnes qui sont chantés, la réaction de Messi. Enfin, juste quand tu penses à l'émotion la plus incroyable, extraordinaire que peut provoquer un match de foot, un dénouement, pour moi, la remontada, c'était juste la tension maximale. Je crois que aussi, c'était maintenant que la règle des buts à l'extérieur a sauté, ça va rester comme un vestige, comme les matchs avec but en or. Maintenant que le but en or n'existe plus, c'est un peu des matchs magiques. Ce match avec but
à l'extérieur, ça fait que le Barça passe sur les toutes dernières secondes du match de éliminer à qualifier, avec rien entre-temps. Parce que, tu vois, on a eu une campagne absolument fantastique, monstrueuse du Real Madrid, et j'ai vraiment hésité à mettre le Real Madrid-Man City de l'année dernière dans le top 5, avec le doublé de Rodrigo, etc. Mais le doublé de Rodrigo, aussi fantastique soit-il, il t'amène en prolongation, il ne te qualifie pas directement sur le but. Le Real ne passe pas de éliminer à qualifier sur ce but. Alors que là, si Sergi Roberto le tire et quelques centimètres au-dessus, c'est pas qu'il y a prolongation et le Barça a 30 minutes de plus, c'est fini. Et ça passe de c'est fini à t'es qualifié. Évidemment, le bémol, les nuances, c'est qu'avec la VAR, je suis pas sûr qu'il y ait cette remontada parce que le Barça profite de quelques décisions arbitrales spéciales. Match mais absolument tu sais, la VAR, là, il y en a beaucoup qui se plaignent et tout en disant que ouais, le match ne peut pas rentrer dans la légende à cause de la VAR et tout ça. Mais la vérité, elle est là, c'est qu'il y a des matchs qui sont dans la légende alors que Maradona est venu mettre une main. Il ne faut pas nous fatiguer. Ouais. C'est-à-dire que le football avant était différent du football aujourd'hui. Donc ça, c'était un football avant la VAR. C'est notre époque. Voilà, aujourd'hui, c'est une époque différente. Un match comme ça, s'il y a la VAR, toi-même, tu sais que le match, il dure 2 jours. Ce match-là, s'il y avait la VAR, dès la première minute, tu as des doutes. Tu ne sais pas, en fait, si Suarez, on l'a touché, on ne l'a pas touché et tout. Donc c'était tellement complexe, mais effectivement, le build-up au match, la victoire, je dis bien, la masterclass du PSG à l'aller, franchement. Franchement, Presnel Kimpembe, il pocket Messi, les gars, ils font un match mais solide, franchement solide. Tu regardes les Parisiens, tu dis que waouh, non, eux, c'est fini, c'est mort, c'est l'année, ils vont gagner la Ligue des Champions. Ils arrivent, ils tombent. Ils n'ont pas un mauvais coach. En fait, il y a tellement de facteurs qui font que tu ne comprends pas ce qui se passe. Sergi Roberto, héros du match. Neymar, il claque le doublé, plus la passe décisive. Ce match-là est extraordinaire. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui, je l'avais dans mon top 3. Donc, du coup, moi, je vais le faire sauter de mon top 3. Je suis obligé, là, maintenant, de le faire sauter je vais le faire sauter de mon top 3 pour faire rentrer quelqu'un d'autre. Mais ouais, ça a été un très grand match. Rien à dire, sincèrement. Ouais. Ça fait partie du football, en fait. Dans ce match-là, il y a tout ce qui fait le football. Et je crois qu'il y avait aussi pour le Barça la conviction qu'ils pouvaient le faire. Et ça aussi, quand tu parlais du build-up du match, tu vois, c'est que je me souviens, sur la semaine qui précède, ils commencent à se mettre en place cette folie. On va le faire, on va remonter au Camp Nou. Et je crois qu'ils jouent un match de championnat juste avant et ils gagnent soit 5-0, soit 6-1. Mais le score qui leur permettrait de battre et d'éliminer le Paris Saint-Germain. Donc il y avait aussi cette mise en place qui était dingue. Luis Enrique, il le dit. Il a dit, s'ils ont mis 4, on peut mettre 5 ou 6 ou 7, je ne sais pas, je ne me rappelle même plus comment il l'avait dit exactement, mais il l'avait dit juste après. C'est-à-dire que dans leur tête, ils étaient trop convaincus. Non, franchement, ce match-là, il est spécial. Ça, c'était un match. Si c'est le football seulement que tu kiffes, après, si tu es fan du PSG, c'est sûr que le match, tu ne veux pas en entendre parler, ça c'est sûr, tu vois. Mais surtout que Neymar, quand on lui a demandé c'est quoi le match qu'il a le plus marqué, il avait dit c'était ça. Je me rappelle quand il avait dit ça dans une entrevue. Mais bref. Puis attends, aussi toute l'influence que le match a eu après. J'ai l'impression que sur les saisons qu'on suivit, on a eu une remontada par an, c'était une folie. Ouais, et de là est arrivé, c'est vrai, de là est arrivé ce nouveau mood là, un tout petit peu de remontada dans les deux sens, avec les Barça, Roma, tout ça. Même des matchs qui auraient pu être inscrits ici, hein, moi je sais pas. Les têtes de Costas Manolas là, je vais pas l'oublier. Totalement, la Romatada, je l'ai dans ma liste complémentaire. Tu vois, donc c'est quand même assez incroyable. Bah écoute, donc je vais passer à mon troisième. Je suis obligé là d'en revenir encore une fois au sentiment. C'est un match moi qui m'a marqué parce que c'est une année où normalement ça devait se passer et là c'est peut-être totalement subjectif en fait. Il y en a, ils ne s'en rappellent même pas de ce match-là, ça ne les intéresse pas. Pour moi, c'est Arsenal-Barça, finale Ligue des Champions 2006. Ce match-là, pour moi, il est tournant. Il est tournant dans plusieurs en fait, facteurs. En fait. Il est tournant où Thierry Henry peut gagner son ballon d'or. Il va en finale de Coupe du Monde. Zidane fait ses bêtises là-bas. C'est pas forcément de sa faute. Lui, il a fait sa Coupe du Monde et tout ça. À la fin, je suis pas convaincu que réellement, peut-être au niveau des votes, peut-être que là, il a la baraka qu'il a pas en 2003, en 2004 face à Nedved et Shevchenko, devant Buffon et puis Cannavaro. Il finit 3e, je pense, du Ballon d'Or cette année-là, Thierry Henry, en 2006, si je me trompe pas. Je pense, si je me trompe pas. Donc, c'est pour dire que pour moi, ce match-là, c'était le match qui est juste en fait. J'ai pleuré, voilà, c'est tout. J'ai jamais autant pleuré de ma vie que devant un match comme ça. J'ai pleuré, je n'ai jamais oublié ce match-là. C'était un mercredi. En plus, c'était le jour où les finales de Ligue des Champions, c'était les mercredis. Le jeudi, tu devais aller à l'école. Moi, le jeudi matin, je suis arrivé à l'école, mais j'avais tellement parlé ce jour-là. J'avais dit à tout le monde, ce soir, on gagne la Ligue des Champions. Ce soir, on tape le Barça de Ronaldinho. Ce soir, on éclate, je dis bien, les décos et tout ça. Tout ça pour venir prendre un but de Belletti. Non, je te dis, ce match-là, je te dis, c'est totale subjectivité. Mais il y a des choses qui... J'en parle encore, je te jure, j'ai presque les larmes aux yeux. Ça m'a tellement fait mal. C'est à 10 contre 11, une équipe de guerriers, un carton rouge donné très très tôt, un Emmanuel Eboué, mais extraordinaire. Franchement, ce jour-là, Thierry Henry, Sol Campbell, l'équipe, elle est solide. Les gars donnent tout ce qu'ils ont.
face à un des meilleurs Barça, je dis bien, que tu puisses avoir à ce moment-là. On arrive, on tient jusqu'à la 80e minute, c'est notre match. En 10 minutes, on est KO. Samuel Eto'o, que veux-tu? Que veux-tu? Que veux-tu? Belletti, que veux-tu? Tu as Almunia dans les buts. Évidemment, il prend un but au premier poteau. Je te dis, il y a des choses que moi, je les ai ici. Et jusqu'à ma mort, je les aurai ici, en fait. Parce que ce match-là, non, c'était notre année. Franchement, c'est-à-dire que c'est là où tu mets les points sur les i, c'est là où il n'y aurait pas eu de débat sur Wenger, sur Henry, sur pas mal de choses en fait. C'est-à-dire que chaque équipe, à un moment donné, atteint son apogée. Et pour moi, c'est pour ça que ce match-là, il est important, parce que c'était l'apogée de cet Arsenal-là en fait. C'était l'apogée d'un travail qui a été fait pendant des années et des années, près d'une dizaine d'années par Arsène Wenger. Il arrive en 2006, il construit son stade, on va rentrer dans le nouveau stade, tout ça, tout est réglé, on doit gagner la Ligue des Champions et malheureusement, on la perd. Et voilà, pour moi, c'est fait partie de ces matchs-là qui m'ont marqué. J'étais en 3e, je ne vais jamais l'oublier. 2006, je passe le brevet, je suis en 3e. C'est à quelques semaines du brevet parce qu'on est en mai et Stade de France. Et voilà, j'ai pleuré toute la nuit, boy. Toute la nuit. C'était ça aussi. Moi, c'est la 3e finale de Ligue des Champions que j'ai vue en direct de ma vie, enfin à la télé. Et j'avais été totalement marqué. J'étais plus pour Arsenal à l'époque parce que c'était l'équipe des Frenchies, quoi. Même s'il y avait Julie en face qui, justement, je crois, fait exclure Lehmann ou en tout cas, il pousse le ballon dans le but vide, mais l'arbitre revient à la faute et donne plutôt le carton rouge, etc. Du coup, Wenger fait sortir Pires, qui est dégoûté. Et Arsenal mène 1-0, mais en étant à 10 contre 11 sur quasiment 1 heure. Et au final, ils n'ont pas tenu. Et surtout pour moi, ce qui était le plus frustrant, entre guillemets, c'est qu'une fois que le Barça a pris l'avantage, ils ont fait tourner avec leur supériorité numérique et leur qualité technique pendant 20 minutes. Et Arsenal n'a pas eu un tir, une occasion. C'était vraiment totalement contrôlé. Et on a eu une finale qui est vraiment retombée à partir de ce moment-là. Mais voilà, c'était plié par Eto'o qui était grandiose. Bien sûr aussi, avec le recul, moi j'aime bien le dénouement entre guillemets parce que c'est 2006, c'est Ronaldinho aussi. C'est aussi le Barça qui remporte seulement la 2e Ligue des Champions de son histoire après 92. Donc Rijkaard, ça amène vers l'époque Guardiola et ensuite ce qu'on connaît. Donc ouais, au Stade de France, c'était une finale vraiment, vraiment mythique. T'as raison, peut-être un petit peu oubliée. Quoique, vu qu'elle a eu lieu au Stade de France, peut-être dans ma communauté française un peu moins. Après, c'est vrai que maintenant, ça commence à devenir un peu... Non, mais c'est une question de génération, en fait. Ouais, voilà. C'est une question de génération, d'âge et tout. Tu vois, c'est que moi, c'est mon adolescence. Tu vois, donc c'est un Stan qui a 14-15 ans, il est là, il regarde le foot, il est intéressé, il veut savoir et tout, il aime une équipe. Ouais. Tu vois, bon, Will ou passons quoi, parce que là, tu vois, là, je m'envoie, okay, il va commencer à casser. Non, je suis fâché, je suis déjà fâché. Et puis, les gens pensent que j'ai un amour pour le Barça. Je leur ai dit, je n'ai aucun amour pour le Barça. J'ai un amour pour Thierry Henry. Et je me suis intéressé au Barça quand Thierry Henry est allé au Barça. Mais ce club-là, pourquoi j'aurais un amour pour eux? Ils m'ont privé de la chose la plus importante qu'on aurait pu gagner il y a plus de 15 ans. Pas d'amour. Franchement, je m'en fous d'eux. Ils n'ont qu'à continuer à perdre cette bande de tocards-là. Allez, Willow, on passe. Voilà. Avec la demi contre Villarreal, qui était folle en plus, le Villarreal de Riquelme. Ouais, le Villarreal de Riquelme. Même avant le but de Thierry Henry au Santiago Bernabéu, s'il te plaît, quand même, ce match-là extraordinaire. La Juve qu'on a tapé avec les Fabregas, tout ça. Non, on était trop forts. C'était le prime. C'était le prime en Ligue des Champions, mon gars. Et avec cette année-là, c'était le maillot Bordeaux spécial Highbury, etc. Je l'ai floqué Henry. C'est un de mes maillots les plus beaux qui existent. Avec le patch Première Ligue et tout. C'est magnifique, magnifique. Ok, voilà. on arrête d'en parler, promis. Et on va passer sur un match qui, à mon avis, t'a fait moins mal, qui peut-être même t'a fait exploser de rire, je sais pas. C'est peut-être le match le plus fou, qui est absolument irrationnel, aucun sens et dramatique pour un des deux. C'est bien sûr le Brésil-Allemagne de 2014, le 1-7. Le Mineirão après le Maracanãzo de 1950. Voilà, c'était la 2e fois que le Brésil accueillait une Coupe du Monde. À chaque fois qu'ils accueillent une Coupe du Monde, ça se finit en drame national. C'est horrible, mais c'est vraiment dur pour eux. Et ce match, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? J'ai revu quelques analyses dessus, du coup j'ai quelques faits intéressants. L'Allemagne marque 4 buts en 7 minutes. Le 2, 3, 4 et 5-0. 4 buts en 7 minutes, c'est n'importe quoi. Tous les joueurs du Brésil ont pris un 0 dans le O Globo du lendemain, l'équivalent de l'équipe, quoi. 0 sur 10. Julio César a dit
Même aujourd'hui, quand je me couche, j'y pense à chaque fois. Je m'imagine déjà le jour où je vais mourir, dans quelques années, dans plusieurs années. Ils annonceront à la télévision Julio César, le gardien du 7-1, est mort. Ça les a tellement traumatisés, les pauvres. C'est vraiment horrible. Le Brésil fait une demi-finale de Coupe du Monde quand même en 2014, avec le match qui était vachement cool contre la Colombie. Je pense que c'était le match des quarts de finale. Et pourtant, ils finissent avec le plus grand nombre de buts encaissés dans un tournoi par le pays hôte. Ça va rester comme... c'est peut-être le match le plus légendaire du 21e siècle pour tout ce que ça signifie. En plus, derrière... l'Allemagne va au bout et remporte cette Coupe du Monde. Donc pour l'Allemagne, ça a encore conforté leur statut de... Eux, ils n'ont aucune pitié. Quand ils peuvent te tuer, ils te tuent. Il y a eu un petit rappel avec ce match, avec le Barça-Bayern 2-8 en 2020, l'année du Covid, etc. On a ressenti un peu les mêmes vibes ce soir-là, notamment sur la première mi-temps. Et voilà, c'est typique à l'allemande, quoi. Ils te tuent. Moi, j'ai vu ce match, du coup, tous les matchs dont je parle, là, je les ai vus en direct. Et celui-là, je l'ai vu. J'étais à l'université, je faisais mon échange universitaire en Australie. Et on venait d'arriver en Australie, je pense, la veille ou l'avant-veille, avec ma copine. On n'était même pas encore installés dans notre appartement à nous. On était chez les parents du copain d'une copine de ma copine. Enfin, aucun sens. Et du coup, en Australie, le match, il était à 4h du mat'. Donc, j'avais mis le réveil, c'était demi-finale de Coupe du Monde, Brésil-Allemagne, on attendait tous un match de folie furieuse. Donc, ok, je mets le réveil, j'allume l'ordi, je suis à l'heure en plus. Et ma copine regarde le match aussi. Et au fur et à mesure des minutes, mais je me demande si je suis pas toujours en train de dormir, quoi. C'est tellement un délire ce qui se passe sur cette première mi-temps. Après, l'Allemagne a un peu ralenti la cadence, quoi, un peu levé le pied sur la pédale. Mais ouais, c'était juste... ça n'a aucun sens, quoi. C'est évidemment un des matchs mythiques du siècle. Non, très très triste en fait. Voilà, très triste. Hein. Moi, genre, franchement, c'est mythique, mais c'est mythique nul. C'était nul quoi, franchement c'était pas intéressant. C'est que les Allemands de temps en temps ils doivent apprendre à pouvoir penser en fait. Non franchement eux ils abusent, moi c'est ça que j'aime pas de eux, c'est que de temps en temps ils comprennent pas qu'il y a des téléspectateurs, il y a des gens ils se sont levés, ils veulent voir du spectacle, fais semblant franchement. Tu viens sur un ring, tu sais que le gars tu peux le mettre un coup KO, mais si t'es en forme, mais t'es pas obligé de le faire en un round, fais durer le bail en 5 rounds, fais-nous plaisir un tout petit peu, prends un coup, fais semblant, tombe, flanche, je sais pas, mais eux, purée. Moi, je ne vais jamais oublier, effectivement, c'est des matchs qui te marquent. Moi, je me rappelle, on est donc du coup au mois de juin-juillet, là, c'est ça, on est en juin-juillet. 2014, moi je me rappelle très bien, moi je gradue de l'université en juin 2013, je commence à travailler pour la première fois de ma vie, là tu as un boulot et tout, en janvier 2014 et je déménage en appartement tout seul. Pour la première fois, donc là je vis ma vie tout seul, tu vois, je suis tout bien et tout, puis il y a la Coupe du Monde qui arrive, là je suis comme ouais c'est trop cool, tu vois, je suis vraiment tout seul, je pourrais faire ce que je veux, etc. Donc je consomme ma Coupe du Monde comme jamais, je suis tranquille, je vis ma vie normale de boy qui vient de sortir de l'université, qui va au boulot, qui rentre et tout, et je me rappelle même plein de matchs de cette Coupe du Monde-là, je me débrouillais pour prendre off. À chaque fois, ma manager, elle comprenait pas. J'étais là, je lui disais, j'ai rendez-vous chez le médecin, mon dentiste m'a appelé parce que, au Canada, les matchs sont à 15h, 14h, donc c'est compliqué, les matchs de Coupe du Monde. Donc, il fallait que je regarde ces matchs-là. Je me rappelle du France-Suisse, le 6-1 ou le 6-2 et tout. J'avais posé un day off, j'étais allé tranquillement voir le match. Donc, ça m'avait déçu. En fait, c'est que la Coupe du Monde, toute la hype, ils sont venus, ils ont tapé les gars comme ça m'avait déçu. Mais bon, ils sont très forts. Et oui, c'est un match mythique. Le Brésil qui perd Neymar en plus sur blessure, non, c'était dans ce match-là, juste avant, grosse blessure. Ouais, c'est ça. Ils arrivent sans Neymar. Ils arrivent sans Neymar, tout ça, c'est Coupe du Monde compliquée quoi. Moi je me rappelle Brésil-Chili, déjà 8e de finale, quand Thiago Silva doit frapper le penalty, il est là, il est assis sur le ballon, il commence à pleurer, il dit il frappe pas le penalty, tu sens les émotions, les hymnes nationaux a cappella. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde là, personnellement, j'étais pas surpris aussi à la fin. Il y a eu un build-up qui a fait que tu sais, l'Allemand il est méchant. L'Allemand, il aime ça. Il est venu, il les a vus tout heureux, il a dit je vais détruire ce bonheur-là. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et cette victoire est extraordinaire. Franchement, 7-1 en demi-finale de Coupe du Monde face au Brésil. Ça, je pense que voilà. Et après, il gagne la Coupe du Monde aussi. Donc ouais, gros match. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Du coup, ça c'est ton deuxième ? Ouais. Écoute, du coup, si c'est ton deuxième, je vais mettre le miracle d'Istanbul, Liverpool-Milan AC.
Liverpool-Milan AC 3-3, Miracle d'Istanbul, gros match là encore, contexte, on est en 2005, encore ces finales de Ligue des Champions là, un mercredi soir où je me rappelle le jeudi on va à l'école et t'en as qui te disent que eux à la mi-temps ils sont allés se coucher parce que c'était cramé, c'était 3-0, il y en a, c'est les parents, tu sais, bon, on avait quel âge, là j'étais 1 an avant le brevet, donc t'as peut-être 13 ans, 14 ans, les parents ils sont durs, ils sont très très durs à ce moment-là, on t'a rien demandé, va apprendre tes leçons, tu es là, tu regardes des matchs de football, pourquoi? Tu vas devenir footballeur? Non. Donc, du coup, tu étais là à négocier pour voir les matchs de Ligue des Champions à 21h, tu vois, parce qu'il était tard en plus, tu vois, c'est du 21h, 23h, un jour d'école. Et ouais, je vais jamais oublier quoi. Le 3-0 à la mi-temps, tu penses que c'est fini. Et le 3-3 et le raté de Shevchenko. Moi, c'est le raté de Shevchenko à la fin. L'arrêt de Dudek. C'est là où tu te dis qu'en fait, ce jour-là, si tu connais un peu le football, il y a des moments où en tant que footballeur, toi-même, tu sais que c'est mort. L'autre, son moral, il est à terre. Et à ce moment-là, le Milan, déjà après avoir pris 3 buts, ils ont rien compris. Quand il s'est arrivé à ce moment-là, ils ont compris que c'était fini. Et Dudek marche sur eux. Mais Dudek a dansé là-bas comme jamais. Mais Dudek est venu nous a sorti des pas de danse qui sont à la mode aujourd'hui sur TikTok. C'était un avant-gardiste. Il était en avance, Dudek. Il était trop en avance. Il est venu faire ses moves, ses trucs. Et ça a traumatisé les gars du Milan. Et ouais, non, pour moi, ce match-là, le miracle d'Istanbul, ce match-là est extraordinaire. Steven Gerrard soulève sa Ligue des Champions. Il fait un match extraordinaire. Xabi Alonso, Vladimir Smisser. C'est-à-dire que c'est une équipe de bandits. Tu regardes cette équipe-là et tu regardes le pire dans tout ça, Vilou. Attends, je me suis amusé à le prendre. Je ne sais même pas si je l'ai encore. Regarde le 11 du Milan AC. Ouais, je peux te le sortir de tête là. C'est la Dream Team d'Ancelotti. C'est Shevchenko, Crespo, les deux en pointe. 4-4-2 avec Seedorf et Gattuso, Kaka en 10, Pirlo en 6. Un délire. Quoi? Non, mais les gars sont venus gagner avec des Milan Barros. Et cette année, Liverpool finit 5e de Première Ligue. Ils sont même pas qualifiés pour la Ligue des Champions. C'est Everton qui finit devant eux. Gars, quand j'ai revu le 11 de Liverpool, c'est moi j'avais oublié. Voilà, après tu oublies avec les années, tu te rappelles du match, mais tu oublies. J'ai vu le 11 de Liverpool, j'étais choqué. J'ai dit, c'est avec des Steve Finan. Qui sort à la mi-temps. Ouais, mais je dis, il faut arrêter quand même. Il y avait Jimmy Traoré quand même, c'est un grand joueur. Quand même, Jimmy Traoré. Mais voilà, c'était une équipe. C'est moyen, franchement, c'est une équipe moyenne en fait. Ce qu'ils ont fait Liverpool, c'est un miracle. Franchement, c'était un miracle parce que ce Milan-là ne doit jamais perdre ce match-là. Jamais ils doivent perdre ce match-là et ils le perdent. Donc voilà. Donc, moi, c'était mon top 1. C'était le match que j'ai mis tout en haut. C'est la deuxième finale de Ligue des Champions que j'ai vue de ma vie du coup et j'ai juste halluciné totalement quoi. J'ai vu ça avec mes deux parents qu'on regardait. Même ma mère, elle était prise dans le truc et C'était fou, absolument fou. Effectivement, tu as bien souligné le mismatch qu'il y avait entre ce Milan AC-là, cet AC Milan qui est incroyable, et Liverpool qui fait une saison vraiment ratée, 5e de Première Ligue. Ils ont le pire ratio de buts par match dans leur histoire depuis 74. Genre, ils font leur pire saison quasiment depuis 30 ans. Et ils arrivent sur cette finale de Ligue des Champions et ils renversent de manière totalement irrationnelle, quoi. Puis après, avec les histoires qu'on a entendues dans les vestiaires, Gerrard qui dit on en marque un pour nos supporters. Et puis après, on voit où ça nous mène, ce qui est exactement ce qu'il fait, ce qu'il se passe. T'entends les supporters de Liverpool à Istanbul, t'entends que eux, forcément. Peut-être un truc qu'on peut souligner que le temps a peut-être un peu effacé, c'est que après le 3e but, donc le penalty de Xabi Alonso repoussé, que lui finit du pied gauche, il reste 30 minutes encore dans le match, et il reste 30 minutes de prolongation en plus, et Liverpool va souffrir sur cette heure de jeu-là. Donc, non seulement ils sont revenus au score, mais pendant l'heure de jeu qui a suivi, on a vu à quel point Milan, c'est logique qu'ils menaient 3-0 à la mi-temps. Ils étaient au-dessus. Il y a 20 tirs dans le match, 14 pour Milan, 14-6. Ils ont toutes les grosses occasions. Après le penalty de Xabi Alonso, Liverpool a plus un seul tir dans la surface de réparation sur l'heure de jeu qui reste. Et puis après, voilà, comme tu as dit, il y a juste Dudek qui fait un match légendaire, une des plus grandes performances pour un gardien de l'histoire sur un match. Tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. Une des plus grandes, je pense, en finale de Ligue des Champions. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, tu réfléchis, les gars sont forts. Mais Dudek, ce qu'il a fait ce soir-là, non, c'était incroyable. Genre, tu penses qu'il était possédé? Est-ce que lui-même, il peut nous raconter ce qu'il a fait? Lui-même, il ne sait pas ce qu'il a fait. Il était possédé, le mec. C'était fou. Même si c'est vrai que il s'est avancé sur ses pénaltys à chaque fois de 3-4 mètres. Oui, c'est vrai, j'ai vu. Mais ça, c'est maintenant que j'ai revu. C'est quand j'ai revu la dernière fois, j'ai vu j'ai vu passer quelque part et j'étais comme, c'est vrai que cette règle-là, on ne la connaissait pas dans le temps. Lui, il
Lui, il avançait jusqu'au point de penalty. Ouais, notamment sur celui de Pirlo, je crois, c'est choquant. Ouais. Et c'est incroyable, j'avoue. Ouais, mais bon, voilà, c'est comme tout à l'heure quand on parlait du Barça-Paris. Ça fait partie du football d'avant. Le football d'avant, quand les Danois ils font la passe à 10 là, dans le temps avec le gardien et la passe en retrait. En 92 et qu'il la passe en retrait à Schmeichel, qu'il la ramasse à chaque fois. Ouais, c'est vrai. C'est la même chose. Ça fait partie de ces moments historiques là, mais qui font partie d'une autre ère. Et donc effectivement, tout à fait d'accord. Ouais. Donc c'était un gros match, franchement. Ok, gros match. Il te reste ton top 1, non? Ouais, en fait, mon top 1, en fait, pour moi, numéro 1, pour être mythique, il faut être une légende. Un match de légende, ça prend des coachs de légende. Et moi, pour moi, j'ai toujours dit, moi, mon coach de légende, franchement, j'ai un amour particulier pour lui, quel que soit le niveau de tocarisme de temps en temps qu'il peut me sortir. Mais c'est un grand, c'est José Mourinho. Et j'étais obligé de mettre la double confrontation Inter-Barça. Et surtout ce Inter-Barça. Ça, c'est le match. Ce soir-là, je pense que quand je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai dit non, ça c'est ce niveau de malice-là en fait que j'aspire à atteindre dans la vie en fait. C'est ça que tu veux, c'est ça que je veux. Je veux être comme Mourinho, je veux être un bandit comme Mourinho, je veux être truculent comme Mourinho, je veux être imprévisible comme Mourinho, je veux que les gens y pensent, je dis que je vais clignoter à droite alors qu'en réalité quand je clignote à droite, je tourne à gauche. C'est ça José Mourinho, un homme extraordinaire. Mais Mourinho devait être coach du Barça. Mourinho devait être coach du Barça après Frank Rijkaard. Ouais. Il est allé faire ses entrevues, tout ça. Il est venu, il a déposé des dossiers, il a parlé. Les gars l'ont pas calculé. Ils sont allés chercher Guardiola. Il est allé à l'Inter, il a rien dit, il a travaillé. L'année d'après, après son premier échec à l'Inter en Ligue des Champions, l'année d'après, il fait ce que j'appelle un recrutement pertinent. Franchement, il travaille en fait. Tu sens qu'à l'intérieur de lui-même, je ne sais pas pourquoi, mais le destin l'a amené vers ce match-là en fait. Et ce match-là face à Guardiola, pour moi, c'est un match en tant que tel qui est un tournant. Parce que Pep, dès qu'il arrive la première année, il gagne la Ligue des Champions. Cette équipe est extraordinaire, les gars sont très très solides. Donc du coup, tu as un Mourinho qui arrive face à un Barça qui est peut-être un des meilleurs qu'on commence à voir arriver, avec un Messi qui est stratosphérique. Et Mourinho arrive avec une équipe. Tout à l'heure, on parlait de Milan, AC, Liverpool, la différence d'équipe. Moi, je vais te dire l'équipe de Mourinho. Attends, donne-moi 30 secondes. J'étais choqué quand j'ai vu, quand tu te rappelles encore, c'est une équipe. Mais l'équipe est trop lourde, c'est que des caterpillars. C'est-à-dire qu'il a ramené Lucio. Ouais, Lucio en 2010. Mais Lucio joue au football depuis combien d'années quand on est en 2010? Lucio a percé depuis 2002 au Bayern là-bas quand il est champion du monde. Lucio, Walter Samuel, axe central. Non, s'il vous plaît. Maicon, s'il vous plaît. Zanetti. Thiago Motta, Cambiasso. Schneider, c'est le plus jeune de l'équipe, il a 25 ans. Je te dis, Mourinho est venu avec une équipe de tontons. C'est-à-dire que, pour moi, c'est ça la maturité. C'est ça l'expérience. De temps en temps, un match de football, ça ne se gagne pas sur le talent, ça se gagne, je dis bien, sur ta capacité à pouvoir aller chercher le maximum de certains joueurs. Et Mourinho l'a fait. Il a amené que des tontons. Il s'est dit en début de saison, je vais aller gagner la Ligue des Champions. En janvier de la même année, il va recruter Goran Pandev. On a vu ce que Pandev a fait. Quand il va chercher Diego Milito, les gens ne croient même pas en Diego Milito. Doublé en finale de Ligue des Champions face au Bayern. Je ne parle même pas du reste de la saison. Samuel Eto'o qui joue latéral. Pourquoi? Parce que dans ce match-là face au Barça, c'est difficile. C'est très difficile. C'est très très difficile. Franchement, on va être très très sérieux. Thiago Motta prend un carton rouge. Les gens oublient, mais c'est un match mythique. Le mime de Busquets là, il vient d'où? Il vient de ce match-là, de ce soir-là. Tu as un Inter qui doit défendre face au Barça, qui doit défendre une avance de 3-1 face au Barça au Camp Nou. Un match anormalement difficile où tu te rends compte que dès qu'il y a carton rouge, Diego Milito passe latéral droit, en couverture de l'autre côté, Eto'o passe latéral gauche. À la mi-temps, il fait des changements, il sort Milito, il met un vrai joueur là-bas, je pense que c'est Maxwell. Bref, tu sens que Mourinho, tactiquement parlant, il a gagné ce match-là. C'est aussi simple que ça. Franchement, au Camp Nou, c'est une masterclass pour moi. Ça, c'est un match de foot, c'est pas mettre des buts, c'est pas truc, c'est gagné. À la fin, c'est gagné, franchement, c'est gagné. L'art de la guerre, je m'en fous, c'est gagné. Je te dis, c'est pas Tsung Su, c'est José Mourinho. Et il l'a fait à la perfection ce soir-là. Et la fin est d'autant plus mythique. Les sprinklers qui partent parce que les gars sont fâchés, ils essaient de les mouiller. Mourinho qui célèbre le truc. Bref, moi, il y a des trucs qui m'ont marqué ici. Et cette année-là, c'est un match que je n'oublierai jamais. Et moi, j'adore José Mourinho. Franchement, je ne m'en cache pas. C'est un gars que moi, j'aime bien son personnage, quoi. Moi, j'aime les gens qui sont intelligents, qui sont bandits, quoi, qui savent comment s'en sortir dans la vie. Et Mourinho, comme j'ai dit, je ne pense pas que ce soit le coach le plus talentueux
Je pense pas qu'il soit le plus talentueux. Je pense que les Guardiola, tout ça, ils sont beaucoup plus forts que lui tactiquement et tout. Mais lui, il a un truc que les autres n'ont pas et c'est ça qui fait sa force. Et pour moi, c'est un des matchs les plus mythiques, j'ai envie de dire, allez vite fait, subjectivement. Pour moi, c'est ce Inter-Barça là. Et ça fera pas plaisir aux fans du Barça. Non, mais c'est correct. Tu as tout dit, quel match. En plus, à la fin, donc, ils remportent la Ligue des Champions, ils vont au bout cette année. Il y a l'histoire de Mourinho et le Barça. Tu peux écrire un livre là-dessus, et il y en a un qui a été écrit en plus. Donc, c'est vraiment hyper spécial. Et elles sont belles, ces histoires aussi de bad guy qui l'emporte en gros contre le gentil Guardiola qui révolutionne le foot en nous amenant du beau foot, etc. Parfois, c'est bien quand l'anti-héros, entre guillemets, s'en sort avec ses armes, le pas beau, le plus moche, etc. Mais au final, c'est un match vraiment, vraiment légendaire. Moi, j'étais assez fan de l'Inter en plus à cette époque. Donc ouais, totalement, je l'avais dans ma liste complémentaire. Très stylé, bah écoute, ça conclut nos top 5 respectifs. J'ai quand même envie de citer les quelques matchs. Vas-y. Alors là, on va partir pour 2 ou 3 minutes. Juste en mode bullet points, ceux que je m'étais notés, c'est déjà le Real Barça. On pourrait en parler de plein, mais le 2-6 au Santiago Bernabéu où Guardiola, qui vient d'arriver cette année-là en 2008-2009, met Messi en faux neuf. Et c'est pas la première fois qu'on invente le faux neuf, entre guillemets. Ça a été inventé 10 fois dans l'histoire avant ça. Mais ça change quand même le foot sur les années à venir. Et à partir de ce moment-là, la supériorité numérique dans l'entrejeu, etc. Un match référence tactique. Et aussi, ce que j'ai revu en revenant dessus, c'est que ça, c'était le 2 mai 2009. Et donc, le Barça va gagner la Liga en grande partie grâce à ce match. Ça se décide quasiment avec ce match. 4 jours plus tard, c'est Chelsea-Barça, le match retour de demi-finale où Iniesta met son tir de l'extérieur de la surface, pleine lucarne, à la dernière minute. Genre, ça se passe en 5 jours. Il y a un enchaînement là. Ouais, cet enchaînement du 2 au 6 mai, il est ouf. il est absolument dingue. Et ce match-là aussi, je l'avais sur ma liste. Parce que même le but d'Essien pour Chelsea en première mi-temps est fou. C'était un match absolument dingue. Ça, c'est le match où Drogba il se fâche. C'est le disgrace. Ouais. Ok, c'est ça. Ouais, ok, cool. C'est ça, exactement. Donc voilà, j'avais ça. J'avais parmi d'autres Lyon-Marseille 5 partout en 2010, l'Olympico, peut-être le plus grand match de l'histoire de la Ligue 1, en tout cas ère moderne. J'avais Manchester United-Real Madrid 4-3, je pense que c'est en 2003. Et c'est Ronaldo qui éteint Old Trafford, même si United gagne, ils se font éliminer. Et c'est apparemment le match qui a fait acheter Chelsea à Roman Abramovich, qui était dans les tribunes. Quelques mois plus tard, il achète Chelsea parce qu'il est émerveillé par ce sport fantastique qu'est le foot, par l'ambiance d'Old Trafford, etc. J'avais Barça United en 2011, la finale de Ligue des Champions en 2011. Ferguson a dit c'est la plus grande équipe que j'ai jamais vue de ma carrière. Et c'est le summum, je pense, du Barça de Guardiola. Victoire 3-1. J'avais France-Italie 2006, la finale de Coupe du Monde, parce que c'est historique, mythique, le coup de tête de Zidane, voilà, ça rentre immédiatement dans l'histoire. Ensuite, j'avais 2 matchs de l'Ajax sur leur campagne de Ligue des Champions magique, au Santiago Bernabéu pour se qualifier en 8e de finale. Ouais. Ça, c'est le match où Tadic il a 10 sur 10, non sur exactement. Gros match. Ça aussi, je l'ai ici, je l'ai en tête, c'est vrai. Magique. Et niveau jeu, c'était juste un bonheur total. Masterclass. Ils attaquaient à 8 à chaque fois. On s'est régalé de la première à la dernière, c'était fou. Et aussi sur cette campagne de l'Ajax, le scénario malheureux pour l'Ajax, c'est bien sûr le triplé de Lucas, en demi-finale, Tottenham, etc. Ça aussi, match mythique. J'avais, comme tu avais dit, le Real Atlético, la tête de Ramos dernière seconde. Bon, sur la saison passée du Real... Tottenham-Ajax, adversaire mythique plutôt. L'Ajax est un adversaire mythique. Le match de Tottenham n'est pas mythique dans rien du tout. Ils ont de la baraka, c'est tout. C'est tocard là. Moi, je ne peux pas être présent et tu dis du positif de je suis désolé, la vérité, elle est là. Franchement, il ne faut pas me fatiguer. Quand tu as des matchs mythiques, il y a quelque chose qui a bloqué dans ma tête. Je dis non, l'adversaire est mythique. L'Ajax est un adversaire mythique. Tottenham, ils ont la baraka du siècle. L'autre, il vient mettre 3 buts du gauche alors qu'il est droitier ou 3 buts du droit alors qu'il est gaucher. Je ne comprends même plus. Je te l'accorde avec plaisir. Parce que ça m'a fait mal de voir l'Ajax sortir ce soir-là. Même si le Tottenham de Pochettino était une équipe assez excitante à voir, mais derrière la finale était nulle, donc ok, c'est accordé. L'année passée, on a eu plusieurs matchs du Real Madrid fantastiques, là tu peux choisir, mais si on en sort 2, je pense le retour contre le Paris Saint-Germain et le retour contre Manchester City, les deux sont dingues. Ouais. J'ai quoi d'autre ? J'ai Barça-Bayern, le 2-8, mais c'est période Covid, pas de public, terrain neutre à Lisbonne, etc. Donc ça enlève un peu de légende, mais le résultat, bien sûr, il va continuer à faire parler Twitter pendant une décennie. C'est un résultat de troll, ça. C'est un résultat de trollage.
L'équipe de France en 2006, on a parlé de l'Italie, il y a le match contre le Brésil, même si ça c'est plus la perf de Zidane qui est folle, donc c'est plus peut-être une perf individuelle dingue. Moi sur les matchs de l'équipe de France en 2006, celui qui me parle le plus comme grand match, c'est contre l'Espagne, le huitième de finale. Voilà, ça c'est assez dingue, le renversement de situation, Ribéry, Zidane que les Espagnols devaient mettre à la retraite, tout ça. France-Argentine 2018, peut-être le meilleur match de la Coupe du Monde 2018. Ça se bat avec Portugal-Espagne, mais ça c'est en huitième de finale, c'est pour la qualif, et il est juste très très fort. Suisse-France en 2021, ça me fait mal, mais quel match c'était ça, niveau rebondissement, scénario de dingue, inattendu. Ouf, la Romatada de 2018 comme on en a parlé. Italie-Allemagne en 2006, la demi-finale où les Italiens Del Piero et ça c'est le Andiamo à Berlin. Andiamo à Berlin, oui, je me rappelle très bien, c'est Del Piero et tout, si, gros match. Et puis c'était la Coupe du Monde de l'Allemagne, tu pensais que l'Allemagne ils allaient aller en finale et tout, ouais, je me rappelle. Gros match, Andiamo à Berlin. 2006, elle était magnifique parce que les stades allemands tout neufs, l'Allemagne super pays de foot et tout, c'était vraiment un plaisir. Et enfin, les 3 derniers que j'ai, c'est la Manita de 2011, Barça-Real Madrid, Guardiola versus Mourinho. La revanche, entre guillemets, un an après 2010. En plus, le Real Madrid arrive invaincu à ce stade de la saison. Et c'est juste une super saison, bataille pour le titre. C'est vrai. Donc ce match, il est aussi c'est un des paroxysmes de ce Barça, du Barça de Guardiola. Et les 2 derniers, c'est Man City-Tottenham, le quart de finale de 2019, avec la VAR qui arrive et qui fait sa grande entrée dans le monde de... Voilà, c'est ça. Et Llorente, quelques minutes avant, le but qui est finalement accordé, etc. Enfin, moi, un match qui m'a beaucoup marqué sur les finales de Ligue des Champions, c'est le Chelsea-Bayern de 2012, avec Drogba et la première LDC de Chelsea. Là-bas, en plus, dans le stade du Bayern, moi je ne vais jamais oublier ce match-là, puis je l'ai regardé avec des Allemands. Voilà, des moments encore de ma vie quand même, je ne veux pas expliquer, je te jure. J'ai regardé ce match-là avec des Allemands, dans une famille d'Allemands, quelque part là-bas dans le fond-fin du Québec. Franchement, personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre, mais oui, je me rappelle très, la tête de Drogba. Et c'est incroyable, franchement, c'est gros match. Non, tu as une belle liste, ça montre à quel point le football, c'est un beau sport. Quand on dit que franchement c'est le plus beau sport, c'est que on vit des émotions que les gars ne peuvent même pas comprendre en fait. Non, il y en a plein que j'avais que tu as cité. Moi j'avais un personnel, je l'ai vécu il y a 6 mois, c'est mon Sénégal-Cameroun, franchement. Pour moi, ça, j'étais au stade à Olembe, j'ai versé des larmes là-bas aussi, incroyable, mais des larmes de joie cette fois-ci, ce penalty de Sadio Mané, surtout quand tu te rends compte que c'est 20 ans plus tard, face au pays qui t'a empêché d'être champion d'Afrique avec la génération 2002, tu vois, ils arrivent avec leur Mboma, leur Eto'o, leur Jérémy Ndjitap et tout, ils gagnent et on gagne chez eux. Franchement, ça c'est un moment qu'on n'oubliera jamais, donc ça c'est dans ma tête. Du coup, qu'est-ce que j'avais encore le Bayern-Barça 8-2, t'en as parlé, bon, vite fait, le Allemagne-Brésil, t'en as parlé. Le France-Portugal, Stade de France, 2016, Papillon. Cristiano blessé, balayette de Dimitri Payet, Cristiano coach, Ederbu, tu comprends pas, Gignac Poto, boum, voilà, les Bleus ne gagneront pas alors qu'ils gagnent 2-0 face à l'Allemagne avant. Donc voilà, moi ce match-là, pour moi, franchement, il rentre dans un certain truc. Argentine-Brésil, excuse-moi, finale de Copa América, la finale de la dernière Copa América. Pas parce que l'Argentine a gagné, c'est ça que tout le monde retient, Messi gagne sa Copa América, c'est un match mythique. Pour moi, le match il est mythique parce que c'est le pire match de Messi que je vois de ma vie. Messi a fait ce que j'appelle un match de tocard, et je pèse mes mots. Et je demande à tout le monde d'aller revoir ce match-là sans aucun problème. Et après de revenir, je dis on va discuter. Mais il n'a rien foutu. Il rate un but qu'il doit marquer, il est nul, il rate des passes, il rate des ballons, il n'est pas bon. Mais il fait une Copa América tellement sensationnelle que tu as tout le groupe qui se galvanise, les De Paul, les Di Maria et tous les gars gagnent cette Copa América-là pour Messi. Donc moi j'ai dit attention à la Coupe du Monde, mais en tout cas ce match-là pour moi il reste dans ma tête parce que je te dis, je m'attendais à ce que Messi vienne marcher sur les Brésiliens, il n'a rien foutu. Donc c'était vraiment incroyable. Et le dernier c'est le 500e de, j'ai envie de dire, le 500e de Léo Messi, son but au Santiago Bernabéu. Pour moi ce but-là ça signifie tout simplement que le destin de ce mec-là était écrit bien avant que nous tous on soit là sur cette terre. C'est tout simplement ça, c'est mes croyances personnelles parce que quand Messi marque ce 500e là lors du Classico Real. Le 3-2 là. Le 2-1. Je pense que c'était 2-1. C'est un but de... C'est Rakitic qui marque en premier. T'as James qui vient, qui égalise. T'as Sergio Ramos qui prend un carton rouge. Je pense qu'il fait un tacle. Assassin, est-ce que ça va sur Messi même? Il fait un tacle. Assassin, il prend un carton rouge. T'as la dernière occasion du match au Santiago Bernabéu. Tac, 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 tac. Ils vont à l'abordage, passe en retrait de Alba ou Sergi Roberto. Ok, d'accord. Frappe de Léo Messi, célébration avec le maillot.
Alors là, ça, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit ton 500e but au Santiago Bernabéu dans un classico, il y a des choses qui arrivent, franchement. Je veux dire, on veut bien croire au hasard. À un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des tocards, quoi. Franchement, comme disait l'autre, il y a de hasard que pour Eden Hazard. Parce que là, ça, c'était juste extraordinaire comme coup du destin dans ce match-là. Où Messi, je pense, en première mi-temps, il prend un coup. Toute la mi-temps, il a un truc dans la bouche. Je sais pas si tu te rappelles, il a un gros coton-tige, il a un gros coton dans la bouche parce qu'il est en train de saigner, le pauvre. Et même malgré ça, il va claquer son but. C'est incroyable. Bref, voilà. Le football, ouais. le football. Portugal, Espagne, triplé de Cristiano Ronaldo en Coupe du Monde. Portugal, Hongrie, triplé de Cristiano Ronaldo, je dis bien à l'Euro. Franchement, voilà les matchs qui nous ont fait rêver. Bref, Willou, il faut qu'on arrête parce que sinon on va jamais finir. Ouais, c'était une mauvaise idée cette liste complémentaire là parce qu'on peut refaire une vidéo, c'est dingue. Mais comme tu as dit, le football et la chance en vrai parce que allez, 95% de ces matchs, on les a vus en direct. Ouais. On les a vraiment vus, on a vécu en direct toutes les émotions qui vont avec. Et c'est ça la beauté quand tu es fan de foot et supporter et suiveur de foot depuis 20 ans, tu as vécu quelques belles soirées au moins dans ta vie. Donc voilà, on vous laisse nous dire en commentaire, les amis, les matchs qui vous ont le plus marqué. Si vous deviez faire, vous, votre top 5, par exemple, ce serait quoi ? Et il est très très probable qu'on ait oublié des dizaines de matchs qui mériteraient de figurer dans ce classement. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre soutien sur ce qui va être du coup la vidéo la plus longue de l'histoire de la chaîne, juste un peu en dessous d'1 heure, mais il y avait de la matière. Je vous donne rendez-vous pour la suite, et notamment sur la chaîne de Stan, où là on va tourner une deuxième vidéo qui va sortir très vite, qui sera peut-être même déjà sortie à l'heure où vous regardez celle-ci. Allez vous abonner, il vient de passer la barre des 200 000, objectif 300 000 maintenant, en route pour le mondial, etc. Allez vous abonner, et je vous remercie de votre soutien, on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches, et à bientôt. Bisous.